Je vais d'abord commencer par me présenter, hein, naturellement. Je suis consultant en gestion des ressources humaines. Une petite correction supplémentaire que je rajouterai aussi, j'ai aussi un diplôme de master en GRH et donc du coup, mon cabinet est un cabinet de conseil avec une spécialité, RH, généraliste dans la gestion des ressources humaines et une spécialisation sur les problématiques liées à l'égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations. Avec aussi une approche qui peut être, pensée comme de l'audit social sur la notion de la responsabilité sociale des entreprises et nous y reviendrons sur cette notion de responsabilité sociale des entreprises. Je vais, introduire mon propos par cette citation d'Axel Honneth, heu, qui est un auteur allemand, philosophe allemand, qui écrit, dans La société du mépris. Cette phrase que je trouve assez intéressante parce qu'elle nous permet de voir, un certain nombre, d'éléments constitutifs du modèle ou du monde social dans lequel nous évoluons tous et toutes. Et donc cette citation, c'est celle-ci que vous voyez, à votre écran, hein. Donc: «Je considère que l'horizon normatif des sociétés modernes est marqué par l'idée qu'il revient à chacun de se voir conférer une valeur en tant qu'être de besoin, en tant que sujet autonome, doté des mêmes droits que ses semblables et en tant que sujet capable d'accomplir un certain nombre de choses, ce qui correspond aux différentes formes de l'attitude de reconnaissance que sont l'amour, le respect juridique et l'estime sociale. Ce qui va nous intéresser ici, c'est moins la question relative à l'amour, même si on peut y revenir si vous voulez, mais c'est pas le plus important, mais sur les 2 principaux notions suivantes que sont le respect juridique et l'estime sociale. Le respect juridique suppose, en partie, que l'on reconnaisse chez un individu, une égale participation à la chose publique. Donc une égale participation, sans distinction et donc si on reprenait son élément, précisément, on parlerait beaucoup plus de rapport à la question de l'égalité, au sens propre du terme. Et en fait, ce qui va nous intéresser ici, pendant tout le long de cette présentation, c'est justement cette question de l'égalité. Comment l'égalité est traitée, entre les différents individus et comment le contraire de l'égalité produit des phénomènes des phénomènes de perception du monde qui est distinct ou en tout cas qui est séparant les uns des autres. Et je voulais introduire par là parce que du coup, en fin de compte, toute l'approche en matière de discrimination consiste à essayer de répondre à cette problématique et qui n'entend rien. J'ai une personne qui n'entend rien, mais bon, peut-être, On avec s'entend très bien. pour d'autres, ça entend, mais j'ai 2 ou 3 personnes qui disent ne rien entendre. Rohan et oui, je vais me permettre de continuer parce qu'il n'y en a pas énormément qui me disent qu'ils ne m'entendent pas. Donc voilà, heu et donc, de quoi s'agit-il dès lors que l'on parle de discrimination? La discrimination va donc se définir comme le traitement inégal, donc par opposition à l'idée de l'égalité, et qui va s'avérer défavorable, hein, quand il est appliqué à une personne ou à un groupe de personnes sur le fondement de critères que l'on va considérer comme prohibés. Ça veut dire que la loi va introduire un élément supplémentaire en interdisant et dans un domaine déterminé par la loi tel que l'emploi, l'éducation, le logement ou encore la santé. Et aujourd'hui, en France, ce sont près de 25 critères de discrimination qui sont visés à l'article 225-1 du code pénal et par la loi du 27 mai 2008, à l'instar notamment de l'origine, du sexe, de l'apparence physique ou encore de la situation économique d'un individu. Le critère de l'origine va donc constituer un élément central du dispositif législatif en France en matière de non-discrimination. D'autres critères prohibés permettent également d'appréhender, hein, les discriminations qui vont être fondées sur l'origine. Par exemple, l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie,
puisque à une nation, à une prétendue race, et je rappellerai simplement un autre élément, parce que la Constitution française ne reconnaît pas les races, par exemple. Et donc, le patronyme, mais également l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, ou l'apparence physique et le lieu de résidence. Donc, cette réalité des discriminations va avoir une forte perception de l'ampleur des discriminations. En fait, on va parler de discrimination ressentie, beaucoup plus de discrimination ressentie. Mais vous allez voir que cette, ce ressentiment, ou en tout cas ce sentiment de discrimination, n'est pas si anodine que ça, puisque les chiffres aussi corroborent cela, et corroborent sur certains aspects. Excusez-moi. Donc, les discriminations perçues, qui vont être, je vais essayer de réduire ceci. Les discriminations perçues, comme les plus répandues, sont celles fondées sur l'origine, loin devant celles liées à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, à la religion ou le handicap. La France est même l'un des pays européens où la perception des discriminations en raison de l'origine est la plus forte. Une enquête rappelle de toute façon que 82% des Français pensent que les discriminations fondées sur l'origine sont répandues, contre 64% en Europe, ce qui n'est pas anodin quand on pose les choses de cette manière-là. Donc, ça veut dire que, en tout cas, dans le cas de la France, la prééminence des discriminations liées à l'origine est beaucoup plus important, et même largement plus important que la perception que l'on pourrait avoir sur toute l'Europe, au niveau de l'Europe. Et les discriminations comme perception, c'est aussi le taux de prévalence qui va être calculé par les enquêtes statistiques et qui va reposer en partie sur l'évaluation subjective d'une situation par les répondants, hein, et qui va rendre compte de la discrimination perçue ou du ressenti des discriminations. Les études vont mettre en avant, en évidence surtout, une forte corrélation entre les expériences déclarées de discrimination et les expériences vécues. Les personnes enquêtées ont en vérité beaucoup plus tendance à sous-évaluer les situations de discrimination telles qu'ils les vivent réellement. C'est assez curieux parce qu'on aurait tendance à croire que les personnes qui se sentent en situation de discrimination rendent compte de façon exagérée la réalité des discriminations, mais en fait, cette prévalence-là rend compte de toute autre chose. C'est-à-dire que les discriminations, factuellement, sont d'autant plus importantes que la perception n'en rend pas compte. C'est-à-dire la perception vécue par les personnes potentiellement victimes n'en rend pas forcément compte. Et les discriminants vont déclarer avoir vécu des discriminations fondées sur l'origine. Et ils vont citer ainsi une grande variété de contextes, hein. Ceci va concerner l'éducation, l'emploi, le logement, le contrôle de police, l'accès aux biens et aux services, et ça c'est important. Et contrairement à la plupart des autres formes de discrimination qui sont massivement identifiées dans la sphère de l'emploi, euh, 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 l'approche ici est déjà beaucoup plus importante sur l'aspect de l'origine. Je vous lis ici un témoignage euh, et qui peut effectivement rendre compte d'une certaine réalité. Diplômée en 2015, j'étais la première de ma classe, avec 15 de moyenne, studieuse, assidue et avec un bon relationnel. Durant mes stages, mes anciens tuteurs m'ont tous recommandé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à trouver un emploi quand d'autres de ma promotion, moins sérieux, qui ont eu des problèmes avec leur entreprise, souvent absents au cours et qui s'en sont sortis avec tout juste la moyenne, ont trouvé un emploi. Il est clair que ni mon nom et prénom, qui sonnent très étrangers, je le précise bien, ni ma couleur de peau ne m'aident. Et quand je vois que j'ai à peine décroché 2 entretiens en 7 mois, en postulant tous les jours et en rappelant les entreprises, il y a de quoi se poser des questions. Ça, c'est un premier témoignage. Et voici comment sont réparties les saisines pour discrimination liées à l'origine par domaine en 2019. Biens et services
on va concerner à peu près, en termes de saisine, c'est 12%. Emploi privé, 36%. Emploi public, 24%. Logement, 9%. Et autres qui vont se situer à 19%. Donc, autres, parce qu'on n'arrive pas à les distinguer, parce qu'on serait dans des situations où, en fait, on serait entre la limite entre le racisme, les discriminations ou le contrôle aux faciès, qui ne peut pas, par exemple, au regard de la police, être pensé comme une forme de discrimination. On est là sur un cadre bien précis de celui du Code de procédure pénale, qui interdit à tout agent assermenté de faire un contrôle, notamment la police, de faire un contrôle lié à autre chose qu'une autorisation faite à un moment ou à un autre. Autre témoignage, plusieurs expériences, on m'a comparé à un terroriste durant l'entretien d'embauche. On a refusé de prendre mon CV dans un salon d'embauche et a insisté pour déposer mon CV et passer un court entretien, comme toutes les personnes autour de moi. J'ai eu mon entretien dans le placard à balai du stand. On a mis en doute la réalité de mon expérience professionnelle du fait de mes origines. On m'a proposé un poste au Maghreb, mais uniquement sur contrat local. J'ai demandé si un Français de souche aurait eu un contrat local et n'ai pas eu de réponse. Homme de 34 ans en emploi. Autre témoignage. Au cours d'un entretien, la DRH m'a demandé si mes parents parlaient français et d'où venait mon prénom. Elle a aussi posé plusieurs questions sur ma ville, mon quartier, et a fini par dire que son cabinet est très vieille France. Vous comprenez? Une femme de 29 ans en recherche d'emploi. En fait, si je vous mettez ces éléments de témoignage, c'est que vous voyez qu'en fait, ça va tout azimut. On va partir effectivement de l'emploi, mais on peut aussi partir d'autres éléments. Et l'élément systématique, ce sont effectivement des inégalités qui vont être cumulatives, résultant de l'interaction de pratiques volontaires ou non, individuelles et structurelles, qui vont porter préjudice à un groupe donné. Il est donc nécessaire de les penser dans leur dimension systémique, autrement dit dans le cadre d'analyse plus large, des représentations collectives, des rapports sociaux spécifiques, sources de domination et des inégalités socio-économiques qui se structurent dans notre société. C'est la définition que va en donner, par exemple, en tout cas l'approche que va en donner, par exemple, le défenseur des droits. Et quand on parle de cadre systémique, il faut le comprendre sur ce schéma que je vous présente là. En fin de compte, ce que vous allez voir là, c'est que les discriminations vont renforcer les stéréotypes. Quand les stéréotypes vont elles-mêmes outiller les discriminations, vont donner matière aux discriminations pour agir, ou en tout cas pour s'actualiser. Par ailleurs, vous allez avoir une situation où les inégalités vont légitimer les stéréotypes et les stéréotypes vont renforcer les inégalités. Quand, de l'autre côté, les inégalités vont inspirer les discriminations et les discriminations vont contribuer aux inégalités. Donc, ce que je vous dis là, c'est qu'en fait, tout ça fonctionne comme une espèce de système. Et si c'est un système, ça veut dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez avoir d'autres formes de réponse qu'en apportant une réponse systémique également. D'où le questionnement par rapport à l'approche intégrée. Vous ne pouvez pas mettre en place une approche de réflexion contre les discriminations et pour la promotion des diversités dans leur ensemble si vous ne tenez pas compte de l'approche systémique de son fonctionnement. Et son fonctionnement fonctionne de façon systémique, comme vous le voyez là. Et tout ceci est structuré de façon... Alors, et là, si je revenais un peu en arrière pour reprendre la définition que je vous donnais un peu plus haut, il y a une espèce d'organisation inégalitaire, cumulative, qui va résulter des interactions de pratiques volontaires ou non, individuelles ou structurelles, et qui vont porter préjudice à un moment donné à un groupe donné. Et bien, c'est ça qui nous ramène à cette mécanique systémique en tant que telle. Autre témoignage qui va toujours dans le même sens. J'aimerais avant tout parler des discriminations en tant que réunionnais. Lorsque je suis arrivé en France hexagonale,
Discrimination au logement, discrimination dans un concours, oui, je l'affirme. Discrimination dans ma formation, je suis diplômé de Sciences Po. Discrimination dans les relations avec la police. Je pourrais raconter des anecdotes classiques, hein, comme celle où l'agent immobilier dit au bout de 20 minutes que le logement n'est plus disponible. Ou encore à l'université, quand la chargée de formation dit que je n'ai pas droit à une bourse parce que mon nom n'est pas français, comme Martin. Ou encore, au cours d'un oral à un concours de catégorie A, un fonctionnaire d'État avec un nom à consonance étrangère, écoutez bien, avec un nom à consonance étrangère, se permet de dire que je n'ai pas ma place en France. Et quand je vous parle de système, donc vous voyez bien que le système s'auto-porte, il s'auto-structure, il s'auto-organise en lui-même. Et il n'a pas forcément besoin que ce soit porté par telle ou telle catégorie de population, il s'auto-organise. Et il s'auto-organise tellement que si je vous prenais, par exemple, une situation très exemplaire, si ceux qui vivent en région Île-de-France ou à Paris ont dû voir que dans certains restaurants, on a une grande prééminence de serveurs ou en tout cas de gens qui sont à, à- à la cuisine, qui sont d'origine sri-lankais. Eh bien, en fin de compte, ce qui se passe là-dedans, ce n'est pas qu'il y ait quelque chose comme une discrimination organisée. Au contraire, on embauche des personnes qui ont une origine étrangère, donc il n'y a pas un problème là-dessus. Mais le problème qui se pose en vérité à ce moment-là, c'est qu'en fait, c'est organisé à l'intérieur du processus de recrutement une espèce de cooptation systémique qui, lui, produit lui-même une installation de rapport à un métier donné qui serait un métier directement orienté pour telle ou telle catégorie de population. Je vous prends un autre exemple. Notre fonctionnement du système éducatif. Le système éducatif, vous voyez bien qu'il va faire système à un moment donné. Elle va produire un système d'inégalitarisation des conditions. C'est que vous allez avoir tout d'abord une ségrégation spatiale. Et dans cette ségrégation spatiale, va se structurer des préjugés ou se nourrit par des préjugés et des stéréotypes qui, eux, vont structurer le dispositif, notamment d'orientation avec un tri social qui va se faire. Vous allez avoir par ailleurs une mise en concurrence des établissements. Encore une fois, et donc une mise en concurrence des établissements, mais comme il y a une ségrégation spatiale, de fait, certains établissements vont avoir une population d'origine sociale, des populations d'origine sociale différenciées. Le recrutement, l'affectation des enseignants sur le mode de l'ancienneté fait en sorte que ces enseignants vont aller beaucoup plus vers les écoles où il y a moins de problèmes, selon eux. Vous voyez bien les stéréotypes qui sont en train de s'auto-nourrir. Et les systèmes des devoirs qui vont aussi participer à la maison en favorisant des devoirs à la maison qui vont favoriser les enfants issus des familles. L'objectif, là, maintenant, c'est quoi? Moi, mon objectif, c'est pour moi me retourner au lycée. Excusez-moi. Oui, il y a une réaction? Joseph n'est pas prêt de retourner. Je continue. Donc, les systèmes de devoirs qui vont, eux, favoriser à la maison, qui vont favoriser les enfants issus des familles les plus en capacité, et puis le système d'évaluation qui va sanctionner l'échec. En fait, ce modèle-là fait système. Et il fait système et reproduit des mécanismes d'inégalité. Pour rappel, quand la loi Savary est votée dans les années 80, au début des années 80, pour mettre en place ce qu'on appelle les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, les zones d'éducation prioritaire devaient être présentes que pour une période donnée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on devait faire une intervention à un temps précis et pour une période donnée et sur des territoires précis. Mais le fait est que ces zones d'éducation prioritaire existent déjà depuis 40 ans et donc ça fait système. Autre témoignage, après de trop nombreux échecs, j'ai décidé de prendre n'importe quel travail. Je n'encourage personne à travailler dur pour avoir un diplôme, vu l'utilité que j'en ai eue. Je regrette même d'avoir dépensé du temps et de l'argent pour l'avoir. Ça a changé ma façon de chercher du travail et surtout auprès de quelle entreprise. C'est une femme de 25 ans qui est en emploi. Donc vous voyez, cette perception-là, elle participe de la mise en abîme de ce qu'on pourrait appeler une cohésion sociale. Puisque les gens, en fin de compte, voient en permanence leurs prétentions à la baisse. Et parce que les discriminations sont installées comme système,
et que les personnes n'ont absolument aucune prise sur ces discriminations, sur la manière dont elles fonctionnent, ils voient leurs prétentions à la baisse. Par ailleurs, si on passait sur la structure des inégalités femmes-hommes, celle-ci va être structurée sur l'image que je vous montre ici présent. L'éducation nationale qui se propose de recruter 17 000 personnes et avec une approche différenciée entre femmes et hommes. Là aussi, ça va faire système. Vous voyez, je vous ferai bien réagir par rapport à ces deux images, mais la situation, le rapport en visio ne le permet pas. Mais vous voyez où je veux en venir. Laura a trouvé le poste de ses rêves. Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions. Ces deux lectures entre femmes et hommes structurent, systématisent un rapport différencié entre les femmes et les hommes, naturellement. Et donc, ce que j'essaie de montrer par là, c'est que vous voyez bien que tout à l'heure, j'ai pris l'approche de l'origine, mais quand vous voyez que je décline sur l'approche de l'égalité, on reproduit le même cadre. La publicité est la même, la seule différence, elle est celle-ci. Le rêve et l'ambition. L'une rêve, l'autre a des ambitions. L'image produit une approche différenciée. Et c'est l'éducation nationale qui produit ça. Ce n'est pas n'importe qui, c'est l'éducation nationale qui produit ça. Et vous voyez bien que quand je vous parle volontaire ou pas, conscient ou pas, on produit un phénomène social de distinction entre des catégories de population. Et là, l'exemple est assez frappant. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit une chose. Ça dit que les stéréotypes et les préjugés fonctionnent à temps plein. Pourquoi? Les hommes sont définis ou sont pensés socialement comme les brides lunaires. La femme, elle est pensée comme celle qui peut apporter sans doute un revenu d'appoint. Et un chiffre parle de lui-même. Les femmes contribuent à 36% des revenus du couple, soit une hausse de 3 points en 10 ans. On est en 2014, cette donnée qui vient de l'INSEE. Donc, imaginez bien qu'à un moment donné, quand le choix sera fait dans la famille, entre celui qui prend un congé parental pour s'occuper des enfants et qu'on a d'un côté l'une qui amène 36% des revenus et l'autre qui amène le reste, le choix est fait naturellement. Et donc, je vous le répète, ça fait système. La sous-évaluation des emplois féminins, des qualités que l'on va considérer comme naturellement féminines, non apprises. Les assistantes maternelles, par exemple, c'est une qualité, une compétence qui n'est pas nécessairement apprise. Et ce que l'on pense, c'est qu'en fait, dans la mesure où ce n'est pas appris, quelle est la monétisation qu'on lui donne? Quelle est la valeur financière qu'on lui donne? Eh bien, une moindre valeur financière. Et vous voyez bien, là encore, ça reproduit le phénomène des 36% de revenus du couple, et donc mécaniquement, ça fait système. La ségrégation professionnelle, absence de mixité, faible diversification de l'emploi féminin, une offre importante qui va créer de la concurrence de compétences qui tire les salaires dits d'emploi féminin vers le bas. Et là aussi, ça fait système. Donc, vous voyez bien que ce que j'essaie de vous dire là, c'est que la structure des inégalités, elle fait tout le temps système. Elle fera système dans l'accès à la création d'entreprises, elle fera système dans l'accès au crédit, elle fera système, et je parle à vous, hein, au regard de votre approche financière, avec l'angle que vous pouvez avoir, je ne suis sans doute pas en capacité de maîtriser l'ensemble des mécanismes sur lesquels vous allez pouvoir intervenir. C'est vos compétences à vous, c'est les compétences que vous allez développer. Mais par contre, l'idée que ça fasse système et que ce système-là va participer de façon consciente ou inconsciente à reproduire des schémas inégalitaires, c'est ça que je voulais vous faire entendre. Et donc, ce que vous allez avoir, naturellement, vous allez avoir une valorisation de différents profils, des profils types, savoir-être d'un côté et grande disponibilité de l'autre, qui va être prise en compte sur l'approche en termes de savoir-faire. Technicité d'un côté, compétences dites naturelles de l'autre côté, compétences non apprises de l'autre côté. En fait,
Et à l'intérieur de ça, la mécanique se met en place. Et quand elle se met en place, il y a des résultantes qu'on ne maîtrise pas. Donc, ce que vous voyez par là, ce que j'essaie de vous montrer par ce petit élément ici précisément, donc c'est ces divisions sexuelles avec une hiérarchisation des tâches et des rôles. D'un côté, on a la culture, l'extérieur, la sphère publique, le travail rémunéré. De l'autre côté, on a l'intérieur, la sphère privée, le travail non rémunéré. Et tout ça va faire système. Une socialisation différenciée, un homme c'est cela, une femme c'est cela. On me dirait, on a évolué. Faites attention, le discours produit médiatiquement n'est certainement pas la réalité factuelle des phénomènes systémiques qu'on ne peut d'un coup de baguette magique ou d'un coup de discours, que ce soit MeToo ou autre, enlever. Ça ne s'enlève pas d'un seul coup de baguette magique, il y a système. Et ce système se voit très concrètement. En 2014, bien que plus diplômés que des hommes, seuls 25,4% des cadres du secteur privé et du semi-public sont des femmes, dont 29% étaient en Île-de-France et 21,5% en province. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Et ce plafond de verre se structure là aussi par un modèle systémique. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, vous allez avoir un rapport à l'école qui sera différencié entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Donc, les diplômes n'étant pas les mêmes, et les diplômes féminins, enfin, les diplômes les plus investis par les femmes, vont être des diplômes qui vont être de l'ordre de ce qu'on appellera des métiers support. Quand de l'autre côté, on va avoir beaucoup plus affaire à des métiers de production. Le fait de devenir cadre supérieur ou d'intégrer le CODIR d'une entreprise se fait aussi par ces choix d'orientation qui sont faits, mais justement, parce qu'on y revient, le rapport entre les femmes et les hommes à l'activité. Et en termes de fonctions occupées, 75% des femmes cadres occupent des postes administratifs ou tertiaires, qui seront de la communication, du RH, de l'administration et de la gestion. Les fonctions relevant dans l'organisation et de la production industrielle sont donc peu investies par les femmes. Elles sont plus souvent sur des postes qu'on appellera des postes périphériques à la décision et au pouvoir. Et ne nous y trompons pas, la communication médiatique du gouvernement ou d'autres ou des acteurs économiques ne change pas nécessairement cette donne, puisque cette donne, elle est installée sous forme de système. Et pourtant, factuellement, ce qu'on va observer, c'est une organisation et une répartition des activités. Femmes et hommes sont le plus souvent affectés à des postes ou à des activités distinctes. En matière de conditions de travail, on va voir que femmes et hommes ne sont pas dans les mêmes conditions d'exposition au risque et pénibilité, qui sont partiellement invisibilisés dans les emplois à prédominance féminin. Vous avez pu le voir dernièrement quand on est sorti du Covid, ou en tout cas pendant le Covid, on a appelé ça des métiers essentiels. Et pourtant, c'est des métiers invisibilisés. Caissière, aide-soignante, infirmier, etc., etc., etc. En termes de management et de gestion des parcours, femmes et hommes n'ont pas les mêmes opportunités d'évolution professionnelle dans et en dehors de l'entreprise. En termes de temps de travail et d'articulation, femmes et hommes n'ont pas la même durée de travail, les mêmes horaires de travail, ni même les mêmes activités hors travail. Des conditions de travail qui vont être différenciées pour les femmes et pour les hommes, et des écarts de rémunération qui vont se structurer sur cette forme-là, avec des impacts différenciés et un écart en termes de santé, des difficultés en termes de santé qui sont différentes, notamment entre les arrêts de travail, les maladies professionnelles et les absences, et puis effectivement, des écarts de carrière, de formation, de promotion. Tout ça participe dans la structuration du modèle dont j'essayais de vous parler tout à l'heure. Et les inégalités vont aussi se structurer comme processus, avec
l'ethnicisation des tâches, ou en tout cas leur naturalisation. Avec la naturalisation des tâches va être définie, ou en tout cas va être pensée comme l'idée, allez, je vais le faire, mais quand je vous dis maçon, je vous demande si quelqu'un d'entre vous peut me répondre, ce serait cool. Si je vous dis maçon, vous me dites quelle ethnie, quelle région du monde? En disant quoi, maçon, vous avez dit? Si je vous dis maçon, le travail de maçon, vous le renvoyez à qui? À quel Portugais. Un portugais, voilà. Portugais. Exactement. Vous le renvoyez à portugais. Et là, c'est un processus d'ethnicisation des tâches. Et à partir de ce moment-là, le regard que vous pouvez avoir avec une personne d'origine portugaise est complètement naturalisé à cette tâche. Et vous voyez la réponse que vous donnez. On va avoir aussi un autre élément qui s'appellera la préférence locale. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les personnes qui vont être censées recruter ou donner un bien ou un service à quelqu'un vont préférer la préférence locale pour leur éviter des problèmes. Là, le rapport à la proximité. Il va y avoir aussi un non-positionnement, une intériorisation des intermédiaires, avec une coproduction qui va se mettre en place. Et à la fin des fins du processus de discrimination, c'est que les personnes vont se mettre en situation de victimisation. Et ce processus de victimisation aboutit à quelque chose qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, finalement, il n'y a plus de discrimination puisque les personnes qui se sentent victimes ne postulent plus. Ne demandent plus, se débrouillent. En fait, font autre chose. Donc, ce processus d'ethnicisation des tâches, il n'est pas facile à comprendre en vérité. D'où ça vient, comment ça se structure, comment ça se construit. Je vous ai parlé préalablement des questions relatives aux stéréotypes, au processus stéréotypant, aux discriminations et les inégalités qui vont avec. Vous savez, ce triangle que je vous ai montré tout à l'heure. Eh bien, en vérité, ce triangle se structure aussi et en même temps par rapport à notre réalité. Et notre réalité est une réalité fictive. Notre monde est un monde fictif, en vérité. Quand on dit les hommes naissent libres et égaux en droit, cette vérité est une vérité idéale. C'est un principe, c'est une idéologie. Ce n'est pas factuel, ça n'existe pas. L'égalité en soi est une construction intellectuelle. Et comme c'est une construction intellectuelle, cette égalité est confrontée à ce qu'on appellerait le registre de la pratique, le réel. Et le réel nous fait percevoir des éléments d'inégalité, tout en bas. Vous voyez que là, d'un côté, on a le registre idéal, le principe, l'idéologie, les hommes naissent libres et égaux en droit. Et puis de l'autre côté, on a le réel. Et le réel met en place des pratiques de fonctionnement, dans lesquelles on va retrouver des questions relatives aux discriminations. Mais en effet, dedans, on va avoir une dimension qui va être axiologique, c'est-à-dire un principe politique d'égalité, qui, lui, va être confronté à votre gauche, ou à ma gauche, mais peut-être à votre gauche, à ma gauche, sur la dimension cognitive, avec des catégories de distribution, qui, elles, vont mettre en place des pratiques et des fonctionnements de production discriminatoires, et d'ethnicisation et de sexisation. Et en réalité, il y a une tension permanente entre l'idéologie et la dimension cognitive qui est la nôtre. Et cette tension permanente installe le processus des pratiques discriminatoires et de non-promotion, de non-prise en compte des diversités que nous sommes. Parce que la vérité est que nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains à un cadre axiologique, ou en tout cas à une dimension axiologique qui n'est que principielle. Ce n'est qu'un principe, le principe d'égalité. Et pour le faire vivre, il est tout autant difficile de le faire vivre parce que la réalité de nos pratiques est une réalité de pratique qui est discriminante, ethnicisante et sexisante, ou genrifiante, si je peux utiliser un autre terme. Et donc, à l'intérieur de ça, on a ces tensions qui se mettent en place entre, d'un côté, l'idéologie en rapport aux dominations qui sont co-présentes et qui sont classiques, avec le classisme, le sexisme, le racisme, le colonialisme. Et donc, tous ces modes-là, c'est des modes de vie que nous avons produites et que par conséquent,
elles se mettent en situation de pratique. Et donc, toute la difficulté, en vérité, par rapport à notre sujet de ce soir, c'est d'aller à l'encontre de notre phénomène, des dimensions cognitives, avec une axiologie qui, elle, n'est qu'idéale et n'est qu'un principe. Et c'est très difficile, c'est très compliqué, c'est très complexe, d'où le fait de prendre en compte la notion, le mode d'approche, d'où le fait de réfléchir sur une espèce de mode d'approche dite intégrée, mais on y reviendra. Donc, discriminer, c'est quoi? C'est juste opposer un point de séparation illégitime des candidatures à un recrutement, les décisions à un avancement, la notation, ou même l'accès à un prêt, à un crédit, etc. Et donc, que cet accès à un crédit n'est pas fondé objectivement, mais qu'il serait fondé sur l'idée d'un choix non objectif et non cadré. Et donc, c'est ça, au fond, discriminer. Et discriminer, les discriminations, nous les faisons en permanence. Nous faisons des choix. Un processus de recrutement fait un choix. Mais la différence entre le choix objectif et le choix que l'on considérera comme non objectif est que le dernier prend une décision sur la base d'une représentation, d'un certain nombre de stéréotypes qui ne tiennent pas compte de la réalité objective en tant que telle. Et donc, je passe là rapidement parce que ça, c'est des éléments que vous pouvez avoir accès sans aucun problème. Pour savoir si on est en présence d'une discrimination légale, il faut pouvoir répondre oui à 3 questions. Rupture d'égalité de traitement, oui. Situation comparable, traitement défavorable. Est-ce qu'on est dans le champ de l'application de la loi, fourniture d'un bien ou d'un service, vie professionnelle, éducation, santé, fiscalité? Le choix a-t-il été fondé sur un critère prohibé? Donc, si on répond positivement à ces 3 questions, là, effectivement, on serait sur une discrimination. Et il y a différentes formes de discrimination, pour vous les rappeler rapidement. Les discriminations directes, les discriminations indirectes, la demande discriminatoire, le harcèlement discriminatoire. Je ferai en sorte que le document que je diffuse là, vous puissiez y avoir accès. Donc, du coup, je ne vais pas m'attarder sur ces 2 éléments, ces différents éléments des discriminations qui sont en vérité que des définitions et que ça ne nous amène pas à la répétition. Alors, d'où venons-nous? Pourquoi cette question des discriminations, pourquoi cette question de la relation entre les individus se pose? Alors, elle se pose objectivement parce que nous avons posé un peu plus haut un élément qui est relatif à ce qu'on appelle l'ethnicisation des tâches, et donc cette espèce de principe idéologique d'un côté, et puis cette espèce de réalité praxis, de praxis qui est différente du principe idéologique sur lequel il faut pouvoir trouver une corrélation, ou en tout cas trouver un moyen à ce que l'un prenne le dessus sur l'autre et que ce ne soit pas la dimension cognitive, l'axiologie cognitive qui prenne le dessus. En vérité, vous voyez bien, comme vous pouvez le voir, et ça vous le voyez, parce que du coup, j'y ai pensé en préparant ce travail pour vous, j'y ai pensé comment la maire de Paris et d'autres maires de France ont signé une pétition pour indiquer, un mois manifeste, une pétition pour indiquer que quand ils répondront favorablement, quand ils engageront un prêt auprès d'une banque ou quelque chose qui va de soi, ils vont, comment? Ils vont prendre en compte la question relative au développement durable, ou en tout cas à la prise en compte de l'environnement ou au développement durable. Donc, vous voyez bien, en fait, ce schéma vient du rapport Brunton. Rapport Brunton, qui est publié dans les années 80 pour le compte des Nations Unies, entendait rendre compte de l'impasse dans laquelle on se trouvait en termes environnementaux. Et effectivement, dans ce rapport, il y avait un certain nombre de recommandations que vous retrouvez aujourd'hui réintégrées sur les rapports du GIEC, etc., etc. Mais vous savez que parmi les 12 premières recommandations, on ne traitait que des questions relatives à la satisfaction des besoins en santé, éducation, habitat, emploi, prévention de l'exclusion, équité et équité intergénérationnelle. Et en fait, dedans vient se greffer tout ce modèle. Il ne peut y avoir de société
durable, si elle n'est pas équitable, si elle n'est pas vivable, si elle n'est pas viable. Il ne peut y avoir une économie équitable, durable, si elle n'est pas équitable, si elle n'est pas viable, si elle n'est pas vivable. Il ne peut y avoir un environnement durable si celui-ci n'est pas vivable, n'est pas viable et n'est pas équitable. En fait, c'est ce triptyque qui structure la question relative aux questions de ce qu'on appellerait le développement durable dans son ensemble. Et on ne peut pas tenir compte de la question du développement durable sans tenir compte de la question de la société, sans tenir compte des interactions entre les humains, sans tenir compte de la question relative aux droits. Et revenons-en à la question, à la citation que je vous citais au départ, sans tenir compte de l'implication des individus dans un espace où ils sont respectés en tant qu'êtres de droit, justement respectés comme individus dignes de répondre à un cadre juridique équitable. Ce que j'appellerais une contre-implication, donc une contre-intuition. Je vous disais, je vous indiquais tout à l'heure la difficulté systémique qu'il y avait entre cette question relative au développement durable, mais aussi cette question relative à la question de ce que la liberté serait acquise pour tout le monde, femmes comme hommes. En moyenne, je vous le dis, regardez, vous voyez le tableau que je vous présente là. Ça, c'est la réalité de notre monde contemporain. Ça, c'est sa réalité. Le ménage, 1 heure pour l'homme, 3h58 pour la femme. Le soin aux enfants, 14 minutes pour les hommes, 46 minutes pour les femmes. Le bricolage et le jardinage, 51 pour les hommes et 0,17 pour 17 minutes pour les femmes. Au total, c'est 2h07 dans les tâches ménagères pour les hommes et 5h01 pour les femmes. Donc, en moyenne, les femmes consacrent 5 heures par jour aux tâches domestiques contre 2 heures pour les hommes. Ces derniers consacrent 3 fois moins de temps à leurs enfants. Les études montrent aussi une spécialisation de la répartition des tâches, comme vous pouvez le voir, ménage, etc., l'affectif, le matériel, le travail scolaire pour elles, etc. Et donc, en fin de compte, vous voyez bien que entre la promotion qu'aurait pu être proposée du rapport RSE développement durable, ici on est dans une inégalité complète. Et cette inégalité complète, je le redis encore, il est systémique. Et donc, à côté de ça, donc je vous prends la part égalité, donc là, vous allez avoir une contradiction, enfin, une approche qui est différenciée. Vous voyez l'image telle que vous pouvez le voir. Vous voyez l'égalité, si on le pose comme ça. L'égalité, on donne exactement la même aide à chacun. Il y a égalité, mais inéquité. Et quand on adapte l'aide en fonction des besoins de chacun, il y a inégalité, mais équité. Vous voyez, toute la difficulté, elle est là-dedans. Comment on rattrape les inégalités si on ne prend pas en compte une espèce de forme d'inégalité? Et là, je vous lance le débat et on en discutera sans doute tout à l'heure. Quel est le sujet en vérité? Est-ce qu'on va parler d'affirmative action, de discrimination positive, comme on le traduit en France? Est-ce qu'on doit en parler de cette question de la discrimination positive? Parce que pourtant, sur l'approche de l'affirmative action, on était censé poser ce monde-là, ce modèle-là, en fait. Et donc, la promotion de la diversité et la politique intégrée. Celle-ci, elle se structure en application. D'abord, on est là sur une base, un schéma qui va, que je tire de CINET, hein, du cabinet CINET, qui va se structurer en 2 approches. On a une structure, l'organisation, une culture, un mode de fonctionnement. La question, c'est que quand on parle d'approche intégrée, il faut pouvoir tenir compte de quelque chose qui va être une transformation globale du système, du mode de fonctionnement, du mode de management, du mode de gestion. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut mettre en place un certain nombre de cadrages pour changer de vision. Nous avons une vision, certes, et une stratégie. Et nous définissons effectivement, nous allons, avant d'avoir cette vision-là, définir un certain nombre de scénarios. Et les scénarios vont nous permettre d'arriver à quelque chose comme du management
inclusif, du management de la diversité qui va inclure l'ensemble. Et là, on va tenir compte de tout. On va tenir compte de la question de l'égalité, de la question du handicap, de la question des seniors, de la question de la prise en compte de l'ensemble des phénomènes qui vont permettre. Et c'est toute forme d'organisation. Et c'est toute forme de pratique en vérité. Pas seulement une pratique RH, pas seulement une pratique de management, mais c'est toute forme de pratique, toute forme de rapport aux autres, que ce soit dans le bien ou les services, dans l'accès à un bien ou un service. Il faut pouvoir modifier sa pratique et ça passe par ces différentes étapes. Il y a deux démarches donc possibles. Donc, une politique d'égalité va se donner comme objectif de réduire les écarts qui sont constatés, les déséquilibres et les inégalités qui sont observées. Il y aura donc deux démarches dans cette approche-là. La première démarche, elle va être spécifique. L'action ou le projet ne va s'adresser qu'à une catégorie de population. On va dire, bah, écoutez, on va essayer de traiter la question de l'embauche des minorités dites visibles, comme on dit. Mais peut aussi répondre aux problématiques liées aux discriminations, dans le sens global. Dès lors, à partir du moment où on pense la notion des minorités, dites visibles, on ne peut pas ne pas penser la question de l'égalité au sens global du terme, sinon ce serait faire du diversity watching, si vous voulez. Ensuite, on va avoir l'approche intégrée qui va être rappelée sur le modèle du gender mainstreaming, qui va prendre en compte la situation de toutes et tous avant de mettre en place une action à destination de toutes et tous. Cette action prendra en compte les éventuels déséquilibres pour y remédier. Donc, ça demande un travail d'appropriation qui est déjà beaucoup plus important. Donc, intégrer les diversités à chaque étape du processus de décision, diagnostic, plan stratégique, ressources, statistiques, données, expertise, mission en interne, référents, bénéficiaires potentiels d'une mesure, les partenaires sociaux, le personnel des associations, du secteur public. Le plan stratégique va permettre la mise en œuvre administrative du projet, et puis son évaluation et son impact. Et effectivement, quand on évalue un impact, et là on est dans un cadre que l'on pourrait appeler intégré. Intégré, ça veut dire qu'on prend le problème et qu'on l'intègre au cœur du système. C'est pour ça que j'ai insisté depuis tout à l'heure sur la notion de système. Un exemple d'action spécifique, d'action. Fin diagnostic, le diagnostic nous rend compte qu'il y a des métiers techniques en tension, où il y a une faible mixité. Et ils sont quand même en tension. Ben, on met en place un partenariat avec notamment le Pôle emploi, une association sur la diversification de l'emploi féminin, on signe un contrat de mixité, etc., etc. Là, on serait sur une action spécifique. On peut aussi décider de mettre en place un partenariat avec les centres de formation pour l'accueil de stagiaires, filles et garçons, campagne de communication sur ces métiers avec des visuels mix. L'action sera intégrée. Ça veut dire que les conditions de réussite vont être pensées comme une stratégie à moyen terme, pas seulement à court terme, pas une réponse spécifique. L'accès des femmes au poste de direction. On va repérer de femmes pouvant suivre une formation de management, étude des niveaux de diplôme. On sera sur une action spécifique. On va mener une réflexion sur le modèle du manager et le mode de recrutement, identifier les freins, l'accès à des postes aux femmes, l'accès des postes aux femmes, notamment à des postes d'encadrement. Et là, on serait sur une action dite intégrée, avec des conditions de réussite, de changement de la culture de l'entreprise. Vous voyez, les deux approches peuvent être complémentaires, mais l'approche intégrée demande une réflexion beaucoup plus approfondie. Elle demande une réflexion à moyen terme, et voire même à plus long terme. Donc l'approche intégrée, à chaque décision, il est nécessaire d'analyser les retombées possibles sur les situations respectives des femmes, des hommes, dans leur diversité composite. Donc, cette démarche va donc être complémentaire de l'adoption de mesures spécifiques en faveur des femmes ou des hommes. Une autre réponse qui a été apportée par les pouvoirs publics, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle les plans territoriaux de lutte contre les discriminations. Dans ces plans, l'idée, c'est un programme interministériel, partenarial, local, qui va viser à prévenir les discriminations sur un territoire. Il doit être élaboré et mis en place sur un territoire d'intercommunalité, signataire d'un contrat de ville et les C'est ça encore, c'est ça. Allez pas mal, allez pas mal. Vous m'entendez? Oui, il y a juste un micro qui est ouvert en fait. Quoi, Carly? C'est là que je te dis quoi? C'est là quoi? Allez pas mal, ça.
Donc, les plans territoriaux des préventions des discriminations vont viser l'ensemble des discriminations. Voilà. Avec une méthodologie qui va être très simple. Elle va reposer sur 2 piliers, un pilier technique et un pilier sensible. Mais le pilier sensible, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer par les éléments de témoignage que je vous ai fait parvenir, je vous ai indiqué tout à l'heure. Comme ça, c'est tout. Alors, juste pour conclure, parce que du coup, pour qu'on puisse échanger, la promotion des diversités va reposer sur des sources. Une véritable prise en compte des discriminations, une analyse des données factuelles existantes, la définition d'un cadre d'intervention qui soit adapté à la réalité, mais aussi au ressenti des victimes potentielles. Voilà. Donc, pour ma part, je vous remercie. Et donc, du coup, si on peut échanger sur les différents éléments que je viens de vous fournir. Je vous écoute. Du coup, si personne ne veut prendre la parole, moi, je veux bien. Donc, d'abord, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai vu pas mal de choses. Alors, je suis un peu un étudiant un peu particulier puisque j'ai 37 ans, mais et je suis étudiant en master finance islamique en executive MBA. Et du coup, votre intervention était intéressante parce que j'ai vu des choses effectivement que j'ai pu vivre moi dans mon parcours professionnel. Et donc, du coup, après, on solutionne malheureusement parfois par des façons un peu particulières. Donc, moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat. Au moins, comme ça, j'étais sûr de ne plus être discriminé par un employeur. À part me discriminer moi-même, ça va être un peu compliqué. Mais en fait, moi, le regret que j'ai, et je regrette même mon positionnement personnel, c'est que malheureusement, souvent, les gens qui sont discriminés, en fait, ne parlent pas, Absolument. ne le disent pas, et donc fait que, étant donné qu'on n'en parle pas, donc il n'y a pas de problème. Oui, oui. Et alors, ça, c'est un premier élément. Et un deuxième élément, alors là, par contre, il va peut-être y avoir un tollé, mais moi, je pense que il y a quelque chose que devrait faire l'État aujourd'hui, même si c'est interdit depuis 1982, mais l'ethnicité des statistiques, je pense que ça peut être une bonne chose qu'elles reviennent, même si je sais que ça pourrait rappeler des parties sombres de l'histoire, mais en tout cas, ça nous permettrait de dédiaboliser certaines choses, de déconstruire certaines choses et d'aller vers peut-être une meilleure appréhension et un meilleur travail autour de ce thème qui est les discriminations, qui soient liées de genre ou de sexe ou d'orientation sexuelle. Effectivement, c'est des choses qu'il faut combattre au quotidien et je suis heureux que, en tout cas aujourd'hui, Financia propose ce genre de masterclass à l'ensemble de ses étudiants. Voilà pour mes propos et des réflexions. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions, mais en tout cas des réflexions. J'entends bien, j'entends bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, je prendrai comme ça un certain nombre de questions au fur et à mesure. Ou d'autres réflexions. Alors, ça peut ne pas être une réflexion, une question. Ça peut être juste comme c'est le cas là. En fait, on est peut-être un peu trop vieux et on parle un peu de trucs de vieux du coup. Ouais. Je plaisante, hein, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui aimeraient intervenir. Mais il ne faut pas faire les timides. Normalement, le premier, c'est le plus compliqué. Donc, moi, j'ai décapsulé le truc. Ah, n'hésitez pas. Il n'y a pas de réflexion idiote. Étant donné que parfois les ressources humaines dans certaines boîtes ou certains managers ont des idées très arrêtées sur certaines choses, notamment sur la couleur du pot, sur la couleur de peau, sur la nationalité d'un candidat, sur le sexe.
ce soit une femme ou un homme, bah, ce sont des idées très arrêtées, et étant donné que ce sont des personnes qui ont des postes très importants au sein de leur structure, il est très difficile de les contredire. Donc, on peut facilement passer la partie RH, mais une fois arrivé devant le manager, si il décide que ce ne sera pas vous, bah, ce ne sera pas vous, et ce Oui. sera un autre. Donc, la difficulté qu'on va rencontrer, ce sera notamment dans la justification de ce type de discrimination. Donc, parce que je trouve qu'il est très intéressant, votre discours. J'apprécie votre recherche, mais c'est vrai que dans la réalité, il est beaucoup, il est beaucoup trop difficile de justifier justement ce type d'action. Donc, il n'y a qu'une seule chose, à mon avis, c'est l'expérience et, euh, et les compétences qui feront changer les avis. Voilà, pour ma part. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, bonsoir, moi, Saïd. Moi, je voulais juste revenir sur le fait que vous aviez dit qu'il y avait des Sri Lankais dans les cuisines ou des maçons portugais. J'ai déjà été moi-même maçon, et moi, je suis franco-français, et j'étais avec des jeunes qui étaient français aussi, qui n'étaient pas que des immigrés ou quoi que ce soit. Et dans les cuisines, moi, j'y étais aussi quand j'étais en Australie, et j'étais par contre le seul blanc. Il y avait beaucoup d'Indiens, etc., etc. C'est juste, en fait, en Île-de-France, parce que dès qu'on sort de l'Île-de-France, pour moi, il n'y a pas autant de gens de couleur, etc. Et comme il y a beaucoup, c'est des tâches ingrates, il faut le dire, et on va dire que les gens en Île-de-France, après, ça rejoint un peu ce que vous avez dit, hein, mais font plus d'études, donc il y a moins on va dire, entre guillemets, de blancs qui veulent faire des tâches ingrates. Et comme il y a plus, on va dire, et ça après, je ne fais pas une généralité, hein, c'est pour ça, je vois Jafar qui lève la main. Mais voilà, et c'est pour vous dire que comme il y a énormément de main-d'œuvre, on va dire, et qui sont prêts à travailler pour rien, il faut le dire, hein, parce qu'ils doivent payer quelque chose. C'est pour ça qu'il y a énormément de Sri Lankais dans les cuisines, etc. Mais enfin, il y a quand même. Ce que je voulais revenir, c'était le fait qu'il y a quand même on n'embauche pas que des Sri Lankais dans les cuisines, c'est ça que je veux dire. Oh non, bien sûr que non. C'est pas une mafia, genre ce que je veux Non, dire, non, 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 c'est bien sûr que non. qu'il y a personne. Moi, j'ai discuté avec des restaurateurs, etc. Ils trouvent personne. Il n'y a que eux qui sont prêts à travailler pour rien, quoi. Voilà, mais bien sûr. Mais comme je vous reprendrai exactement le même exemple que je vous ai pris par rapport aux Portugais, quand les Portugais ils sont arrivés en France dans les années 50, 60, ils n'avaient pas décidé qu'ils allaient tous bosser dans le bâtiment, hein. Et c'était les Italiens à la base. À la base, c'était les Italiens. D'abord les Italiens, voilà, voilà, ils n'avaient pas forcément décidé comme ça. Et je vous donne un exemple, parce que moi, j'ai appris ça dernièrement. Il y a une expression qu'on utilise assez souvent, de façon très négative, quand on dit du travail d'arabe. Et quand on dit c'est un travail d'arabe, la perception qu'on a dans avec nos contemporains, c'est un travail mal fait. Et bien en fait, à l'origine, quand on parlait de travail d'arabe, notamment dans l'époque médiévale, c'était un travail hyper minutieux, hyper bien fait. Et donc, vous voyez bien comme ça, comment se construit comme ça la construction d'un stéréotype avec les années, les siècles, etc., qui se construit naturellement. Et en fin de compte, si vous voulez, quand je vous ai pris l'exemple pour revenir à mon histoire relativement aux personnes d'origine portugaise, si je vous prends cet exemple-là, c'est qu'il y a eu une période où, en fait, les besoins en main-d'œuvre étaient des besoins en main-d'œuvre dans le bâtiment, dans la construction. Et la population migrante qui venait d'arriver, celle qui était le plus disponible à occuper ce type d'activité, c'était les Portugais. Comme les Sri Lankais, à Paris notamment, sont disponibles pour occuper les métiers de cuisine. Enfin, voilà, ils sont disponibles. C'est les derniers arrivants, c'est les derniers migrants arrivants, et donc du coup, ils trouvent ce qu'on leur donne.
Et en fait, ce n'est pas du tout, il n'y a pas un complot contre les Sri Lankais, contre les Portugais, il n'y a rien. C'est que la structure sociologique a produit un phénomène. Et donc, nous prenons acte d'un phénomène. Et ça me permet de rebondir sur la question de la statistique ethnique. Vous mettez les pieds dans le plat. Parce que parler de statistique ethnique, c'est reconnaître de façon très républicaine la notion d'ethnie. Or, la Constitution dit bien que la République est une et indivisible. Et si elle est une et indivisible, elle n'a pas de communauté. Donc, toute la difficulté se retrouve là-dedans. Mais le sujet est posé depuis 2004, hein, la question des statistiques ethniques. Et la réponse relative aux heures sombres de notre histoire, où effectivement on faisait des statistiques ethniques et qu'on considérait que c'était dangereux, etc., peut se poser. Mais il y a aussi l'autre versant. Alors, je veux dire, moi, dans ma position, j'ai mon avis, mais je ne vais pas vous le dire. Mais moi, je vous rencontre des phénomènes. Mais moi, j'ai mon avis. J'ai mon avis sur la question des statistiques ethniques. Sauf que, pardon, alors, je ne sais pas si Camille voulait prendre la parole avant, mais juste pour rebondir sur vos propos des statistiques ethniques, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le discours, vous parliez tout à l'heure du discours médiatique, mais le discours médiatique, aujourd'hui, nous parle de grands remplacements. Je ne veux pas orienter non plus l'échange qu'on a ce soir, mais parle de grands remplacements. Donc, en fait, c'est en quelque sorte quelque chose, une émulsion autour de cette problématique ethnique. Et donc, de ne pas en parler ou de vouloir mettre ça de côté, c'est juste fermer les yeux et dire oui, non, mais c'est bon, ça ne sert à rien d'en parler. Et juste peut-être sur les restaurants. Alors, moi, je suis un bon provincial, hein, du coup. Je suis pas parisien. Et chez nous aussi, on a beaucoup de… Alors, ce n'est pas des Sri Lankais, du coup, c'est plutôt des Bengalais qu'on a dans nos cuisines. Et puis les gens dans le bâtiment, quand vous parliez tout à l'heure de portugais, moi, j'aurais dit turc, parce que c'est plutôt les Turcs qu'on a chez nous. Qui sont dans le métier du bâtiment, et les Portugais. Mais bon, du coup, on a deux ethnies qui occupent et qui se concurrencent du coup sur ce marché-là. Mais bon, après, voilà, pour revenir sur la partie ethnique, en tout cas la thématique ethnique, pour moi, c'est un peu de l'hypocrisie de ne pas vouloir ouvrir les yeux et dire ouais, bon, ok, en fait, c'est même biologique, le fait qu'on vienne de telle partie du monde ou telle autre partie du monde. Il y a des choses sur lesquelles on va être plus sensible ou pas. D'ailleurs, sur certains vaccins, moi, dans mon enfance, j'ai été vacciné du BCG. Mes enfants sont vaccinés du BCG parce qu'on a des origines africaines. Voilà, point. C'est comme ça et pas autrement. C'est parce que, ethniquement parlant, on est de là-bas et donc on est plus amène d'avoir certaines maladies puisque une personne eurasienne. Donc, c'est pas une histoire de racisme de dire ça et de parler d'ethnie. C'est juste de dire on reconnaît l'existence de plusieurs communautés qui vivent dans une seule et même communauté. Je vais arrêter de parler parce que sinon, je risquerais de monopoliser le… Merci de la réaction. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Ouais, mais je sais, c'est un exercice assez compliqué, l'exercice de la visio et la communication est toujours un peu plus complexe, mais c'est pas grave. Moi, simplement, ce que je souhaite, en tout cas, vous me parliez de finance islamique, par exemple. Je trouve ça hyper intéressant, parce qu'il y a un rapport, il y a une question à se poser. Hein, et moi, je trouve ça hyper intéressant. Alors, sans forcément avoir un rapport à l'islam ou quelque chose, mais la finance islamique peut être faite par n'importe qui.
C'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on posait les choses sur le rapport aux communautés ou au rapport culturel des uns et des autres, les choses seraient beaucoup plus simples, à mon avis, parce que du coup, en fait, en vérité, dedans, on ne fait que du business. Voilà. Et les gens, ils font du business. Hein. Et faire du business en se mettant des freins parce que c'est telle ou telle catégorie de population, je pense que là, on a loupé la base primaire de ce que vouloir faire du business. Mais c'est la même chose pour le recrutement. Prendre le risque de recruter des personnes incompétentes parce qu'on ne veut pas recruter des personnes compétentes, parce qu'ils n'auraient pas la couleur de peau, l'origine ethnique, la situation de handicap ou le genre que l'on voudrait, c'est contre-productif. C'est contre RH. Comme c'est contre RH que de ne pas tenir compte de l'ensemble des potentiels clients que l'on pourrait avoir dans un business. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je perçois les choses. C'est juste contre-productif. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'explication économique, ça n'a pas d'explication sociale, ça n'a pas d'explication sur la notion de praxis. C'est-à-dire, ça remet en cause la pratique du métier lui-même, en vérité. Ça remet en cause la pratique du métier. Sauf à dire, mais là, on ne sera pas d'accord, mais sauf à dire que, en fait, telle catégorie de population est censée faire tel type de boulot. Comme tout à l'heure, quand je vous ai parlé des Portugais. Et en vérité, quand je vous prends cet exemple-là, c'est que je suis en train de vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand on est d'origine portugaise, on n'est pas censé, naturellement, aller dans le bâtiment. Et quand on est, et quand on est turc, non plus. Voilà. Donc, ça n'a pas de sens. Vous allez en Turquie, tous ne travaillent pas dans le bâtiment. Vous allez au Portugal, tous ne travaillent pas dans le bâtiment. Alors, ils font quoi d'autre? Peut-être qu'ils font d'autres choses. Peut-être qu'ils sont RH, qu'ils sont banquiers, qu'ils sont, voilà, qu'ils sont ingénieurs, qu'ils sont tout ça. Peut-être qu'ils ne sont pas forcément tous dans le bâtiment. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'aurais pu rajouter en complément des échanges que l'on a pu avoir là. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres échanges, Il y a beaucoup de timides en fait. Ah si, ouais. il y a Alassane qui a ouvert son micro. Oui. Alors moi, si je peux me permettre, moi je pense qu'en fait le mal, il est plus profond que cela et que il y a des questions sur lesquelles évidemment les entreprises de nos jours, ils veulent appliquer question de RSE, etc. Mais le mal, il est plus profond dans le sens où en fait c'est un phénomène de société. Surtout en France, il y a de la politique qui est là au niveau international. Et ce sont des questions sur lesquelles j'ai un aperçu parce que j'aime bien lire des articles politiques, voir des choses, etc. Et au-delà même, en fait, de la France et de ces régions, la première discrimination, c'est en fait avoir des régions outre-mer et les appeler outre-mer. La France même, c'est un territoire, c'est un pays, c'est tout. Donc déjà, ça distingue avec une administration particulière, etc. Ça distingue déjà, ça montre la différence entre les uns et les autres. Et dans une société comme ça, le mal, il est plus profond. On ne peut pas accepter forcément l'origine de l'autre ou je sais pas, une question comme la question genre, la question d'origine. Lorsque vous dites, par exemple, un travail d'arabe, il y a une autre expression très, très utilisée, le travail au black. C'est très négatif de base parce qu'en fait, tout simplement, les gens, ça découle en fait, on va dire, d'un phénomène de massification parce que les étrangers qui venaient, généralement, certains n'avaient pas les papiers conformes à la législation et devaient survivre. Pour cela, ils devaient travailler sans le déclarer. Et finalement, c'est comme ça que, par exemple, le terme travailler au black est né. Et finalement, tout noir qui ne travaille pas, et même s'il a fait des études, qu'il est au chômage,
tu fais comment pour survivre? Bah, je fais comme tout le monde. Ah, tu fais au black. Je trouve qu'en fait, c'est mesquin, quoi. Après, en France, évidemment, le fait, il est plus marquant, mais dans des pays plus anglophones ou qui ont eu en fait un passé un peu plus compliqué avec des questions de ségrégation raciale, etc., etc. Je peux prendre en l'occurrence des pays comme l'Afrique du Sud ou les États-Unis. Ben, les gens, ils sont fiers de leur origine, ils sont fiers de ce qu'ils sont, ils sont fiers de ce qu'ils représentent et qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, etc., quels que soient les problèmes qu'il y a dans la société, ils sont toujours aptes à back to the roots, comme ils disent. Et je trouve qu'en fait, c'est ça qui nous manque en France. On a tellement essayé de massifier, d'unifier, et à tel point qu'on en est à un stade où reconnaître ou accepter même certaines choses et les revendiquer, ça devient très compliqué et limite, ça peut se retourner contre vous. C'est triste à constater. Moi, je disais que c'était intéressant comme remarque. Je prends note. Je prends note. Je prends note. Est-ce qu'il y a des échanges? Ben, écoutez, en tout cas, je vous remercie toutes et tous de votre participation. Et donc, je vous souhaite un bon vent et une bonne réussite dans vos projets aux uns et aux autres, sans discrimination. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir.